Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Si vous êtes matinaux et accro à l'info, vous n'avez pas pu passer à côté de son Presse Café qu'il anime tous les matins ici sur Clubhouse. Il distille également son expertise et ses bonnes adresses dans des rooms consacrés à la gastronomie. Et puisque les terrasses des bars et des restaurants ont rouvert depuis quelques jours, je ne pouvais pas ne pas l'inviter. Aujourd'hui, je reçois Anthony Poncier. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Anthony, posons ensemble le décor. Tu vois le jour à Paris, ta maman est vietnamienne, ton papa français. Il travaille dans le tourisme, ce qui fait que très jeune, très tôt, tu prends l'avion comme d'autres prennent le train. Papa travaillant dans le tourisme, il a eu la possibilité et la gentillesse de m'emmener, me promener à droite à gauche, parfois pas trop loin. Je me souviens, il y avait un congrès de tourisme tous les ans à Londres et ça me faisait aller à Londres. Et à l'époque, j'étais un ado, ça me permettait d'acheter des disques, des fringues et autres. Parfois beaucoup plus loin, aux États-Unis et ainsi de suite. Et ça m'a donc du coup donné ce virus du voyage et surtout donné l'amour de d'autres cultures, que ce soit pour, tu parlais de cocktails, de nourriture et autres, que ce soit à travers le côté gastronomique, mais surtout sur le côté des gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me constitue, c'est que j'ai toujours voyagé. Pour le boulot, j'ai souvent bossé sur des responsabilités internationales et avec des équipes, on va dire multi-pays. Et je trouve que c'est un vrai plus parce qu'on a quand même tous des biais culturels liés à notre nationalité et de voir des gens qui pensent différemment. Ah, toi, tu pourrais penser que c'est penser en dehors de la boîte, pour eux, c'est juste penser normalement, mais c'est cette richesse finalement de toutes les cultures qui fait que on voit plein de choses, on comprend plein de choses, on apprécie les gens et je trouve que c'est très enrichissant et d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et c'est vrai que là, cette dernière année, moi qui étais plutôt dans des pays différents un peu tous les 15 jours, c'était un petit peu compliqué, même si j'ai continué un tout petit peu à voyager, mais plus tous les quelques mois que tous les 15 jours, il a fallu faire avec, quoi. Puis surtout, ces voyages enfants ont vraiment impacté ta vie puisque tu découvres plein de cuisines, comme tu l'expliques. Je crois que ça fait partie. En fait, je suis quelqu'un qui a du mal à s'enthousiasmer. J'ai pas beaucoup de trucs qui me disent, waouh, j'ai envie de faire ça. Par exemple, tu vois, le boulot, je fais des boulots qui sont liés à des rencontres, mais je me dis pas, tiens, j'ai envie de faire ça et ça va être comme ça et ça va être super. Je suis pas quelqu'un de super passionné qui extériorise tout, mais c'est vrai que ce qui est rapport au goût, donc que ce soit la partie gastronomie ou autre, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça fait partie des plaisirs importants de la vie. Il y a un côté, ouais, il y a un côté épicurien. J'aime bien le côté bon vivant, profiter d'une bonne boisson, de bonne compagnie, de d'un bon repas dans un lieu différent, plus exotique. Donc ça rajoute des saveurs. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de ce qui me constitue clairement. Nous en reparlerons bien plus tard dans ton parcours, mais si tu as été élevé dans cette culture de la bouffe, si on peut le vulgariser ainsi, il n'en est pas de même pour l'alcool, puisqu'à la maison, pendant ton enfance et ton adolescence, personne ne boit vraiment. Non, chez moi, ils sont pas très alcool. Ils boivent un peu de vin, comme j'allais dire, comme tous les Français. Mais non, c'est pas leur truc du tout. Donc c'est vrai que ça a jamais, jusqu'à tard, ça a pas été mon truc. Parce qu'en fait, j'aime pas particulièrement le vin, ni le champagne. Je suis désolé, Edouard, que je vois dans la room. Je suis plus sur les spiritueux, mais c'est arrivé plus tard et sur les cocktails. Et quand tu es plus jeune, tu vas peut-être boire des bières, tu vas peut-être boire du vin et autres. Donc j'ai été élevé comme ça veut dire que je suis capable de parler de vin, je suis capable de choisir une, euh, une bouteille, de voir si un vin est bouchonné. D'ailleurs, ma dernière compagne était australienne et autant sur les nouveaux mondes, sur les vins du Nouveau Monde, elle avait été capable de choisir sur une carte, sur des vins plus européens. Finalement, c'est moi qui choisissais pour elle ou pour d'autres copains à table le vin, même si c'est pas particulièrement mon truc, parce que j'ai grandi comme ça. Et ouais, par rapport à élevé par la bouffe, en fait, chez les Vietnamiens, donc chez ma maman, la façon de la mère de famille de montrer son amour, c'est de faire à manger à sa famille. Donc c'est vrai que c'était un peu,
On mangeait beaucoup. Pour elle, c'était une façon de montrer son amour à ses enfants, surtout elle était orpheline de guerre de la guerre du Vietnam. Et du coup, voilà, j'ai grandi en disant un repas français, un repas vietnamien, et ainsi de suite. Et en voyageant beaucoup, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Et quand je vivais au Vietnam, en fait, je me suis rendu compte, je pensais jamais me lasser de la nourriture vietnamienne. Et quand j'ai au bout du Vietnam, au bout de 2, 3 mois, j'étais là, genre, oh mon Dieu, mais c'est d'un lourd cette bouffe. Alors que ça fait sans doute, ça fait en tout cas c'est dans mon top 3 de mes bouffes préférées. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je vivais à Paris ou ailleurs, bah, je mange pas des dizaines, mais au moins, oui, je mange un jour turc, un jour grec, un jour italien, un jour chinois, un jour japonais, un jour français, un jour vietnamien, que sais-je. Enfin voilà, différents types de nourriture. Et que le côté mono, même si c'est de la nourriture vietnamienne, c'est compliqué. Mais pour l'alcool, oui, en fait, c'est moi qui, en sortant plus tard et constitué mon palais, ça s'est pas du tout fait à la maison. Alors tu passes ton bac dans un lycée à Neuilly et comme tu es un grand indécis, mais que tu aimes l'histoire, tu t'inscris à Nanterre. Tout à fait, je savais pas quoi faire et à cette époque-là, j'avais des copains en fait qui étaient à Nanterre et notamment en histoire. Je me suis dit ouais, l'histoire après tout c'est pas mal. Nanterre, il y a des grandes pelouses et on peut s'occuper sans aller en cours. En plus, moi, à cette époque-là, je devais bosser en même temps, de toute manière, que je faisais mes études. Donc, passer du temps en cours, ça aurait été compliqué, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai fait plus un choix parce que, comme je te disais, je me dis pas, tiens, j'ai envie de faire ça comme boulot, ça va être comme ça. C'était plus, bon, faut faire des études a priori, et on va faire des études et on verra où ça mène un petit peu au hasard. Et je trouve que Nanterre, c'est là où j'avais des amis et où il y avait de la pelouse. Donc, c'est là que j'ai fait la plus grosse partie de mes études. Et puis finalement, j'y suis quand même resté assez longtemps parce que j'étais jusqu'à la thèse. J'ai enseigné à Nanterre, à la fac et ainsi de suite. Donc bah, finalement, je suis resté j'avais pas prévu ça, mais je suis resté assez longtemps à la fac, ouais. Même sachant pas quoi faire. C'est juste des rencontres. J'ai rencontré en maîtrise quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la recherche, qui a trouvé les moyens de me trouver un poste de chargé de cours et en même temps de chargé de recherche au CNRS. Donc j'ai continué la thèse et puis et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce prof-là, mon directeur de thèse que je n'avais pas eu depuis 20 ans, je suis rentré en contact parce que c'est les 150 ans de la commune. Mon mémoire de maîtrise, c'était le rapport entre la commune de Paris de 1793 enfin 1792 et celle de 1871. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mot par rapport à la commune. Et là, il vit en Italie maintenant, mais il revient à Paris là, vers la fin mai, début juin. Donc on va se voir 20 ans plus tard. Ça me fait bien plaisir. Comme quoi. Alors le pan de ta vie que l'on va aborder à présent, j'imagine que peu de gens le connaissent, en tout cas ici sur Clubhouse. C'est à la fac et grâce à ta petite amie de l'époque que tu deviens militant. On est dans les années 90. Au Mexique, il y a depuis plusieurs années ce que l'on appelle la révolte aux Chiapas. Oui, c'est une région au sud-est du Mexique. Et tu apportes ton soutien à ces guerriers zapatistes menés par le sous-commandant Marcos. En fait, à cette époque-là, j'avais un côté geek et donc j'ai commencé à avoir des accès à Internet en fait avant que France Télécom à l'époque crée Itinéris et autres. Au début des années 90, je fais partie des premières personnes qui ont des accès à Internet en France. Et il se trouve que les zapatistes vont mener aussi une guerre médiatique et vont commencer à développer un certain nombre de choses sur les réseaux, notamment via les facs américaines. On voit d'ailleurs, il y a une photo célèbre, on voit le sous-commandant Marcos en pleine jungle avec un téléphone satellite, un ordinateur, sur, euh, sur un camion qui est en train d'envoyer des informations vers les facs américaines qu'il redispatchait vers tout le monde. J'ai milité avant, j'ai fait de l'antifascisme, mais c'était moins tourné international. Et il se trouve que ça m'a parlé parce que, en effet, ma compagne de l'époque, elle militait avec des ONG tournées vers le soutien aux populations autochtones. Et il se trouve que la particularité de la révolte zapatiste, c'est que ce sont des Amérindiens et qui se battaient pour le droit des tribus autochtones. Donc voilà, j'ai commencé à organiser avec d'autres amis des soutiens via Internet, à monter des actions en France. Je me souviens, on a occupé le consulat, on a fait des actions l'ambassade du Mexique. Et puis, comme tout à chacun, au bout d'un moment, c'est bien de le faire à distance, mais on a envie aussi d'être sur place. Et il y avait des missions qui partaient régulièrement voir les guerrilleros. D'ailleurs, il y a peu de temps, le théâtre de l'Odéon était occupé. On a fait à l'époque une occupation avec une des sous-commandantes qui était venue en France pour présenter la cause zapatiste à notre demande pour essayer de mobiliser un peu plus. Et du coup, oui, je suis parti au Mexique
amener à l'époque de l'argent, des médicaments, différentes choses comme ça. Et sur place, en fait, c'était le début du reflux pour le mouvement zapatiste qui, à l'époque, avait nommé un gouverneur en lutte sur l'État du Chiapas. Il y avait eu un attentat, il avait perdu sa protection rapprochée. Quand il est venu en France, je fais partie des gens qui ont assuré sa protection rapprochée. Alors, c'était pas Whitney Houston, mais on a fait semblant d'être Kevin Costner. Et du coup, en discutant avec lui, on est reparti à quelques ans au Mexique parce que les camps mexicains étaient entourés à l'époque par les paramilitaires et les internationaux que nous étions. Mais ça, on n'a rien inventé, c'est le cas aussi en Palestine. On était là pour le soir, la nuit, faire entre guillemets bouclier entre les paramilitaires mexicains et les guerrieros zapatistes qui, au final, sont quand même des gens qui, dans la journée, sont des paysans qui vont aller travailler la terre et le soir remettre leur cagoule et repartent pour défendre leurs idées. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps là-bas et puis après, je suis re-rentré. Et c'était un moment enrichissant humainement en tout cas. Tu l'as brièvement évoqué, tu as parlé d'Internet. C'est quelque chose qui se démocratisera vraiment qu'à la fin de cette décennie-là. Est-ce que le geek qui est en toi peut raconter pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'imaginent sans doute pas une seconde à quoi pouvait ressembler Internet à une époque où il n'était pas né, ce qu'était Internet à ce moment-là et comment tu es devenu un militant du net? Alors en fait, quand moi j'ai commencé sur Internet, déjà Internet n'était pas, Internet n'était pas graphique. Le web n'existait pas et donc l'ancêtre de Netscape, qui est un des premiers navigateurs, s'appelait Mosaic, c'était encore que du texte. Et puis il a commencé à avoir quelques sites, quelques trucs, on se connectait avec des modems téléphoniques qui faisaient du bruit, genre ch'tong, ch'tong, qui allait pas bien vite. Il commençait à avoir un certain nombre de choses. Et à cette époque-là, la personne qui en fait me donne mon accès Internet, c'est quelqu'un qui s'appelle Valentin Lacambre, qui est un hacker et qui est un militant du net, et qui monte une boîte qui s'appelle Gandhi, qui va lui permettre de devenir multimillionnaire, mais surtout pour l'idée, pour lui, c'était, et c'est pour ça que grâce à lui, après, on a pu financer un certain nombre de choses pour le net autour de la privacy, tout ce qui était vie privée, protection des données. Moi, à cette époque, maintenant, c'est évident quand on parle de cryptage de bout en bout, que ce soit pour Signal ou les chats, tout ce qu'on veut. À l'époque, moi, je sais que j'avais sur une disquette, il y avait encore des disquettes, un système de cryptage. Pour la loi française, c'était l'équivalent de posséder une arme de guerre. C'est comme si j'avais un char d'assaut chez moi, d'avoir juste des clés de cryptage, tel que maintenant c'est répandu. Et donc, via Valentin, qui crée le Gandhi, qui est quelque chose qui vise à déposer des noms de domaine pour pas cher. À l'époque, France Télécom facturait le dépôt d'un nom de domaine 1500 francs, pour ceux qui sont vieux, donc 1 euro, ça faisait 6 francs 57, 58, je crois, de mémoire. Donc, quand même une certaine somme. Chez Gandhi, il considérait que Internet, c'était un droit pour tous, qu'on pouvait déposer des noms de domaine, monsieur et madame tout le monde, et il le facturait 80 francs hors taxe, ça fait 100 francs toute taxe. Et à l'époque, France Télécom déposait ses noms de domaine chez lui. Donc en gros, ça leur prenait 30 secondes, ils le facturaient 1500 balles, et ça leur coûtait 100 balles. Donc voilà, l'idée c'était de le rendre accessible pour tout le monde, sans dépendre de France Télécom. C'était monter des lieux où on pouvait monter des emails gratuitement, héberger des sites web gratuitement. C'est un endroit qui s'appelait Alterne B. Ça a été pendant les grèves de 1995, amener des serveurs, aider les gens à pouvoir structurer un mouvement. Ça a été faire des conférences pour rendre les gens autonomes à l'époque du web, pour qu'ils montent des sites web, qu'ils montent des newsletters, des mailing lists. C'était voilà, rendre les gens en fait autonomes pour qu'ils puissent faire un certain nombre de choses et utiliser l'internet entre guillemets ou le web 1 à l'époque comme un outil d'indépendance, d'expression et qui puisse se prendre en main. Et en fait, c'est un des fondateurs de Gandhi à l'époque, qui n'est pas Valentin. Quand ils ont monté Gandhi, il a sorti un bouquin chez De Noël qui s'appelle Je suis un voleur. Alors après l'avoir publié le lendemain, il le mettait en PDF accessible en ligne en format Creative Commons. Et l'idée du livre, c'est de dire, voilà, parce que je sais un petit peu programmer, je suis devenu un millionnaire et quelque chose qui aurait dû être payé 80 000 francs, donc disons maintenant quelques dizaines de milliers d'euros. Je suis devenu millionnaire parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le net, ne comprennent pas ce que c'est que le coding, et donc je profite de ma connaissance pour faire de l'argent vis-à-vis d'autrui, je suis un voleur. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, le noyau dur de Gandhi finançait un certain nombre d'actions militantes visant à soutenir le web. Il y a un projet qu'on n'a jamais réussi à faire aboutir, parce qu'on n'avait pas assez d'argent et on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à faire de levée de fonds, pour reprendre un terme de maintenant. C'était en fait de lancer, tout comme moi j'ai bossé avec quelque chose
À l'époque, je bossais avec des providers qui visaient à donner des accès, pareil, pas trop chers ou gratuits en Afrique ou en France pour les militants. Ça s'appelait GlobeNet, c'était un fournisseur d'accès associatif. Notre but, c'était de monter un satellite pour pouvoir donner un accès Internet gratuit ou peu cher, en tout cas, en Afrique, qui était à l'époque qui est toujours en partie d'ailleurs un continent où les infrastructures pour pouvoir accéder au net étaient pas simples. Mais ça, par contre, on n'a pas réussi à lever suffisamment de fonds et c'est un projet qui n'a jamais abouti. Parallèlement à ta mission d'enseignant-chercheur à la fac, tu milites également pour ACT UP, l'association qui lutte contre le sida. C'est comme ça que tu deviens un peu par hasard rapporteur général pour le CNDS, le Centre national du sida, et que tu découvres par la même occasion la com et les RP. En fait, oui, à ce moment-là, j'en avais marre de la fac, marre d'être enseignant, et je voulais bouger ailleurs, donc je le fais savoir à mes amis. Et à cette époque-là, le Conseil national du sida, qui est donc une autorité indépendante avec le président élu par le président de la République, les deux assemblées, patati patata, enfin voilà, des gens importants, cherchait, il y a deux rapporteurs généraux, on est chargé d'écrire les rapports et autres, et là, ils cherchaient donc quelqu'un qui était docteur, ça sous-entend qu'on est capable un minimum de rédiger et un minimum de faire de la recherche, et qui potentiellement c'était comme on dit maintenant, it would be an asset, si les gens connaissaient un minimum aussi le monde de la prévention et du sida. Bah, il se trouve qu'en effet, je cochais a priori l'ensemble des cases. Je pouvais être un fonctionnaire détaché auprès du ministère de la Santé, puisque je dépendais de l'Éducation nationale à cette époque-là en tant qu'enseignant à la fac. Et donc, ça ne coûtait pas d'argent au Conseil national du sida. J'étais un docteur et je connaissais le monde du sida pour avoir milité en effet, d'avoir mené un certain nombre de choses, bossé dans des commissions, mené des actions avec ACT UP. Et du coup, ils m'ont recruté. Et une des missions, puisque on était un petit groupe, il y avait besoin de quelqu'un qui se connaissait un minimum en com et en RP. Et dans le cadre de mon militantisme, ayant bossé sur des questions de RP, de contact avec les journalistes, de faire de la com, parce que quand on est militant, souvent, la propagande, entre guillemets, c'est de la com, pour faire de la communication autour de ses actions ou autour de son idéologie ou tout ce qu'on veut. Et donc, je me suis retrouvé à dire, ouais, moi, je veux bien m'occuper de la com pour le CNS. Et en plus de m'occuper des rapports, des auditions avec les hauts fonctionnaires, avec les chefs d'État, avec qui on veut, je me suis occupé de la com. Et ouais, c'était rigolo, quoi. C'était pour mettre un savoir que j'avais appris sur le terrain au service d'une institution qui visait à faire avancer le schmilblick sur toutes les questions de santé et de société liées au sida. Donc c'était un plus, ouais, c'était bien. À partir de 2007, tu te plonges complètement dans tout ce qui est digital, l'entreprise 2.0, le management 2.0, le social media strategy. Tu t'occupes ensuite de la digitalisation du ministère des Affaires étrangères. Et puis, je vais te faire un énorme aveu, Anthony, et à vous qui nous écoutez. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma prise de notes au moment de la pré-interview. J'ai noté petit ami de l'époque, 2 points, rencontre en Italie, 3 petits points, voyage, 3 petits points, mission à l'étranger en Chine, Mandchourie. Alors je ne sais pas si cette suite de mots t'évoque quelque chose, Anthony. Elles sont pas tous liées. Il se trouve que pour ce qui est de ma petite amie, en fait, on s'est rencontrés en voyage. Moi, à l'époque, je vivais au Vietnam, elle vivait en Inde. On s'est rencontrés en Thaïlande. Je vous la fais super court parce que voilà, finalement, je suis venu la retrouver en Inde, elle est venue me retrouver au Vietnam, mais on n'était toujours pas ensemble. Et à ce moment-là, elle était repartie en Afrique du Sud. Moi, je suis rentré à Paris. Elle est partie à Londres et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés en France et c'est comme ça. Donc, elle était italienne et c'est lié au voyage. Je vous le fais rapide parce qu'en fait, on C'est s'est croisés. romanesque. Oui, parce que si je vous fais dans les détails, ça veut dire que je vous parle on a fait des full moon parties à Goa, sous Vesta. On s'est retrouvés dans des fumeries d'opium au Vietnam. Il se trouve qu'à Paris, on allait une full moon party. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Je peux vous faire la version longue, mais je suis pas sûr que ça passionne tout le monde. Donc, bon. Voilà, ça reste quelqu'un qui a été important parce que on partage un certain nombre de choses et ça s'est fait au niveau du voyage et qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans différentes occasions et dans différents pays. Et par rapport à la Mandchourie, non, à cette époque-là, j'étais consultant en strat, organisation, management et autres. C'est pour ça que j'avais participé à la remise à plat du réseau diplomatique du ministère des Affaires étrangères dans le cadre des révisions générales des politiques publiques, les fameuses RGPP. Donc, il y a plein de gens qui ont découvert que des gros cabinets de consultants bossaient pour l'État. Depuis 2007, sous Sarkozy, on était plein, que ça soit McKinsey, Bain, enfin tout un tas de consultants de gros cabinets de strat à avoir bossé pour l'État et pour
Donc là, c'était pas l'état. Je me suis retrouvé en Mandchourie. C'est là où c'est la température la plus froide que j'ai connue. On bossait à l'époque pour Michelin, pour remettre à plat les modes de management de Michelin. Et donc, on est parti dans le monde entier, une petite team de consultants aux États-Unis, en Chine et autres. On était à Shanghai et on est remonté à leur principale usine à l'époque chinoise en Mandchourie. Et c'est là que j'ai découvert qu'il pouvait faire très froid, qu'il faisait -28. Et comme disait un de mes collègues, à -30, tu as les narines qui gèlent. Donc finalement, on a de la chance. Et voilà pourquoi tu as Mandchourie dans tes notes, parce que je crois que c'est l'endroit du monde où j'ai été où il faisait le plus froid, -28. Il y a plus froid, j'ai fait beaucoup plus chaud, mais c'est l'endroit le plus froid où je suis allé. Donc voilà, et pareil, quand j'étais consultant, en fait, c'est encore les voyages qui me guidaient. Quand je suis rentré à l'époque dans ces cabinets d'orga et autres, ou quand plus tard je rejoins Publicis, c'est toujours pour gérer des projets internationaux, parce que j'aime bosser avec des équipes, comme je l'ai dit avant, et rencontrer des gens de différentes cultures pluridisciplinaires, multiculturels, et des projets qui me font voyager, rencontrer d'autres choses et d'autres gens. Et là, ça veut dire, c'était rencontrer des gens qui bossaient dans les usines, qui faisaient des pneus, des Chinois qui galèrent au quotidien. Quand on est arrivé, ils étaient en grève parce que la cantine n'était pas bonne et était trop chère. Et donc, ça fait partie des choses intéressantes de discuter avec eux, de s'enrichir, de comprendre leur vie au quotidien et des choses comme ça, voilà. Tu lances avec ta compagne de l'époque un écosystème, un blog et une chaîne YouTube qui existent toujours, le cocktailconnoisseur.com, où vous faisiez découvrir des bartenders et petite particularité, vous ne preniez en photo que les cocktails vus d'en haut. Alors en fait, oui, déjà pour moi, il y a deux choses importantes, les deux seules choses qui sont vraiment importantes dans la vie et je pense qui font tourner le monde, c'est l'amour. Donc en l'occurrence pour moi, ce sont mes compagnes et c'est l'engagement. D'où le côté engagement politique parce que je pense que si, enfin là, je suis passé rapidement dessus. Il y a eu l'histoire du Mexique, mais voilà, ça m'est arrivé de faire d'autres actions, on va dire plus compliquées ou plus tendues où j'aurais pu perdre la vie. Ça me semblait important de le faire à ce moment-là. Et oui, je pense que les gens se dépassent pour les personnes qu'ils aiment ou pour un engagement qu'ils ont, quel qu'il soit, sur l'échiquier politique ou ailleurs. Donc à partir de là, pour moi, c'est des choses importantes. Et donc les compagnes avec qui je partage ma vie ont souvent une influence importante parce que je pense que voilà, c'est ce qui compte dans la vie de chacun, c'est la personne avec qui on partage sa vie. Et donc oui, à cette époque-là, ma compagne, déjà, je la rencontre dans un bar à cocktail. Il se trouve que là encore, c'est lié au voyage. Dans ce bar-là, moi, c'était un bar où j'étais habitué, où je buvais des cocktails, et une copine à elle, qui est une expat, qui est polonaise, vivait à Paris et organisait son anniversaire. Il y a des gens du monde entier qui ont convolé pour aller la voir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma compagne dans ce bar-là. Donc on a commencé à partager des cocktails et on s'est aperçu que tous les deux, quand on voyageait, en fait, on avait la même chose qui existait. C'est dans la journée, on bossait avec notre client, où que ce soit. En fin d'après-midi, on rattrapait le retard qu'on avait sur le pays auquel on était rattaché. En début de soirée, on allait manger avec le client. Et en fin d'après-midi, enfin en fin de soirée, il y avait quand même un peu rien à faire. Donc, tu te fais chier tout seul dans ta chambre, même si tu as enfin voilà, pendant ce temps-là, ta compagne ou tes amis sont en train de faire la fête à droite ou à gauche. Toi, tu es tout seul dans ta chambre, aussi luxueuse soit-elle. Donc, elle et moi, avant qu'on se connaisse, on a eu la même réaction. On sortait, marcher dans les rues, dans une ville que tu connais pas, aux quatre coins du monde, c'est sympa, mais finalement, pour se socialiser, il n'y a rien mieux qu'un bar. Donc, on allait séparément dans des bars. Et quand on a échangé là-dessus, moi, à cette époque-là, comme on a dit avant, je bloguais pas mal sur tout ce qui était transfo digital et autre chose, j'aime pas le terme, en tout cas, j'étais considéré comme, entre guillemets, un influenceur sur ces questions-là. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un blog pour remercier les barman? Et puisque c'est pas les cocktails qui font aller dans un lieu, c'est là encore, ce sont les gens qui sont importants. Et si des gens vont dans un bar et qu'ils potentiellement changent de bar, comme des gens suivent leur médecin, il y en a qui suivent leur barman, ce sont les gens qui comptent. Donc on va faire un blog dédié aux barman pour les remercier des bons moments qu'ils nous font passer où qu'on soit aux quatre coins de la planète. Et à partir de ce moment-là, un blog, c'est bien, des vidéos, on les filmait, c'est bien aussi, mais niveau réseaux sociaux, il y avait d'autres choses qui poussaient plus, comme Instagram. Donc on a monté aussi un compte Instagram en plus du compte YouTube, du blog, du compte Twitter et tout ce qui peut aller avec. Et ma compagne, qui était directrice de création dans la pub à l'époque, a dit il faut qu'on soit différent, il faut que notre compte ne ressemble pas aux autres, des photos de cocktails, il y en a what millions, c'est stupide. Donc on va se différencier et on va prendre des photos de cocktails uniquement vues d'en haut. Donc
caractéristique de ce compte-là, c'est lié à son idée. Et d'ailleurs, autant les gens ne voyaient jamais notre visage à l'époque, ce qui nous permettait de tester n'importe quel type de bar aux quatre coins du monde et de pouvoir voir si on avait envie d'interviewer ce bar-là, voir si on avait envie d'interviewer ce bartender ou pas, que ça soit une star ou un inconnu. Et du fait qu'on soit pas reconnu, ça nous permet de dire bah ouais, ce bar il a beau être super connu. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a une ambiance de merde et on va pas les interviewer et d'être toujours anonyme. J'ai déjà fait d'autres interviews pour le cocktail connaisseur avec elle où en fait quelqu'un nous avait dessiné une fois pendant l'ouverture d'un bar et on donnait ça comme photo pour pas qu'on voit notre visage. Et là, pareil, on voit pas notre visage, on voit que les photos vues du haut. Et un jour, on était dans un bar et en fait, un barman nous voit prendre une photo du cocktail. On était au bar vu d'au-dessus. Et le barman nous dit ah ouais, mais vous essayez de copier le cocktail connaisseur, vous arriverez jamais à leur level. Et là, on dit bah ça tombe bien parce que c'est nous donc. Et merci, on apprécie en tout cas de savoir que vous appréciez le compte aussi. Voilà, c'était un bar à Londres, je crois que ça s'appelait à l'époque Disrepute, qui existe toujours, qui est au centre de Soho. Donc oui, c'est une chose qui nous caractérise aussi, c'est de prendre ces cocktails vus du dessus. En 2016, tu intègres MSL Group où tu t'occupes de la transformation numérique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est à ce moment-là que tu voyages encore plus, que par conséquent tu passes de plus en plus de temps dans les lounges des aéroports et dans les bars à cocktails du monde entier. Sur Clubhouse, tu animes régulièrement une room qui s'intitule International Airport Lounge. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ces lieux de passage ? Parce que c'est des lieux de passage, et en fait, du coup, on rencontre plein de gens, et d'ailleurs, c'est l'esprit de cette room où je passe beaucoup de temps. C'est des gens qui aiment voyager, donc ou plutôt généralement, comme les voyages forment la jeunesse, ont une certaine ouverture d'esprit, se rencontrent, se croisent, vont échanger, vont partager avec des gens qu'ils connaissent pas, tout comme quand ils vont s'asseoir dans l'avion. Peut-être que leurs voisins ils le connaissent pas, et ça va engendrer une conversation, une découverte, des partages, et ça permet là encore de voir des parcours de vie et voilà, de rencontrer là encore des gens, d'autres choses, de toujours grandir. Tout comme j'ai toujours bossé en faisant mes études, quand je me suis mis à bosser, j'ai continué à faire des études. Je pense que grandir et découvrir de nouvelles choses, c'est important. Et on découvre beaucoup de choses en rencontrant des gens, et notamment là encore de différents parcours, de différentes cultures. Et ouais, ce qui m'a plu aussi, en fait, quand à ce moment-là j'étais associé et en charge chez Publicis pour tout ce qui était Afrique, Europe, Moyen-Orient, c'est que ce moment-là, mon amie, l'autre moitié du cocktail connaisseur est australienne, elle vit à Londres, et du coup, en fait, les équipes IMIA sont basées à Londres et pas à Paris. Donc moi, j'ai en charge les équipes de Paris, mais en plus celles de l'international à Londres. Donc ça me permettait de passer 75% de mon temps à Londres pour être avec elle. Ça fait toujours beaucoup rire. Mais consultants qui disaient c'est bien, en fait, quand tu as des rendez-vous boulot à Londres, c'est toujours entre le jeudi et le lundi. C'est jamais le mardi ou le mercredi. Donc, vous êtes malin, c'est bien, vous savez pourquoi je suis là. Je suis là pour pouvoir passer le week-end avec ma copine. Donc voilà, ça me permettait de passer du temps. Ça, j'en suis reconnaissant à Publicis, c'était parfait. Et avec le Brexit, le hub IMIA a été rapatrié à Paris. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ma compagne est venue me rejoindre à Paris à ce moment-là. Alors, en tant que voyageur premium, quels sont les détails dans un lounge auxquels tu es le plus sensible ? Comme dans un bar, ça va être le service et l'accueil. Parce que ce qui fait qu'on se sente bien dans un endroit, là encore, c'est grâce aux gens. Je connais des lounges où ce qu'on te sert, c'est pas transcendant, mais il y a une qualité de service qui fait que tu te sens accueilli et content d'être là. Et des endroits où ça brille de mille feux et ça peut être très beau. Je trouve que le feeling, il est pas présent. Donc c'est plus un côté cocon, et puis pour des gens qui voyagent beaucoup, de se sentir bien. Enfin, moi, je me souviens à l'époque quand je voyageais avec mon patron d'MSR, alors lui était pire que moi. Il était dans des fuseaux horaires différents tous les 2 jours. Enfin, je me souviens une fois, il était arrivé avant moi aux États-Unis, il était à 3 heures, on s'est retrouvé après à New York, il est revenu, donc il a pris 3 heures de décalage horaire. Il y avait une réunion de tous les dirigeants des MSL du monde entier. On est resté là 2 jours. On est reparti à Paris. Il avait 4 heures de stop. Il repartait à Delhi. Là, il avait encore 3 heures de stop. Il est dans le sud de l'Inde. Il est remonté. Il est reparti dans un autre pays. Moi, entre-temps, j'étais juste parti en Italie, je crois. Donc, c'était quand même assez calme. Et oui, je pense que du coup, ces lounges, quand ça peut être un lieu d'accueil, détente pour les gros voyageurs comme lui est, contrairement à moi où je suis quand même un nain par rapport à lui. Là-dessus, en tout cas, je prends pas 8 heures de décalage horaire tous les 2 jours. Ouais, je pense que c'est un lieu important où les gens ont besoin
ont besoin de se détendre, ouais. Et puisque tu as transité par tous les aéroports de la planète, tu dirais que c'est lequel le lounge le plus dingue dans lequel tu as été? Celui de Singapore Airlines est assez hallucinant. Et d'ailleurs, chaque année, d'ailleurs, l'aéroport de Singapour gagne le prix du meilleur aéroport au monde. Celui d'Emirates, c'est assez impressionnant parce que enfin, c'est sponsorisé entre guillemets par l'émir du coin, donc il y a de la thune hallucinante et ça donne quelque chose d'hallucinant. Mais en ça, puisque je parlais d'accueil, je pense que les lounges et pareil celui de Hong Kong, de la compagnie hongkongaise, sont un niveau au-dessus. Et parce que si on regarde le service et l'accueil, je pense que c'est dans la culture asiatique, entre guillemets, sans faire de généralité, mais quand on parle de Thaïlande, le pays du sourire et tout ce qu'on veut, je pense ils ont un autre level d'accueil et de contact avec les gens. Et du coup, ça donne autre chose. Et si tu regardes toutes les compagnies qui, sur le classement des vols comme Skytrax et autres, c'est souvent des compagnies ou d'Asie au Moyen-Oriental. Et les compagnies du Moyen-Orient, que ce soit Emirates, que ce soit Qatar, une partie de leur staff, c'est des gens qui viennent d'Asie parce qu'ils ont ouais, ils ont quelque chose par rapport au service, quoi qu'on dise. Et pour ça, la France, Air France, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y a une époque où toutes les compagnies aériennes, en même temps, il y avait une musique un peu chill, un peu techno. Pour Air France, ils avaient pris une musique de Chemical Brothers, et c'était juste la musique détente. Il y a une blague qui circulait chez les voyageurs sur Internet où il y a un mec qui est assis dans un aéroport et puis il voit une fille qui s'arrête, assez mignonne, qui est habillée en hôtesse, et puis il regarde son iPhone et il dit, ah mais c'est quoi la compagnie? Et puis dans sa tête, il entend les différentes musiques qui passent, toutes ces musiques chill, et la fille se retourne et fait, et alors qu'est-ce que vous voulez? Et là il regarde et fait, mais oui, Air France. Donc c'était à l'époque un peu le symbole de la qualité de service chez Air France, même si je dois le reconnaître, depuis quelques années, ils ont énormément progressé et ils ont un bien meilleur service, quelle que soit la classe dans laquelle on voyage. Et c'est agréable de se dire qu'on a une compagnie où enfin le service n'est pas trop mal, même s'ils ont encore, enfin quand on regarde des classements, il y a encore du boulot pour eux. En 2018, tu quittes Publicis et tu lances dans la foulée Top 500 Bar. Top 500 Bar, c'est en quelque sorte l'alliance de deux de tes passions, le digital et les bars à cocktails. Bah, c'était l'idée en fait quand je suis parti. Je me suis posé la question de est-ce que de nouveau je partais sur une grosse boîte pour reprendre une direction générale, un rôle d'associé, ou est-ce que c'était le moment de peut-être essayer de lier quelque chose qui me plaisait. Je me suis vraiment posé la question, parce que je me dis est-ce que quelque chose qui devient qui est enfin une passion, ouais, si c'est une passion quand même, et que ça devient un boulot où là il y a un enjeu financier, contrairement au cocktail connaisseur où même ça nous prend du temps chaque semaine, il y a pas d'enjeu d'argent, on fait pas d'argent avec et c'est pas le but. Là, il y aura un rapport à l'argent. Est-ce que dans ce cas-là, une passion, ça peut pas disparaître au profit du boulot et ça devient un problème? Donc la question s'est posée. Je me dis qu'après tout, j'étais parti de chez Publicis avec une bonne grosse somme, soyons honnêtes. Donc j'avais pas vraiment besoin de bosser tout de suite. J'avais de l'argent pour pouvoir investir et pour pouvoir faire à peu près ce que je voulais. Donc je me suis dit bon, après tout, on le saura pas si on n'essaye pas. Et voilà, je vais monter un classement digital basé sur un algorithme, du big data, toutes ces choses-là, des trucs que je maîtrise à peu près. Et je vais le croiser avec ma connaissance du monde des bars pour être capable de sortir un classement parce que, en fait, à chaque fois qu'on a interviewé des barman pour le cocktail connaisseur, il y avait deux choses qui revenaient en permanence. C'était les classements. Et au sein de ces classements, c'était de dire, on a toujours l'impression que c'est les mêmes bars qu'on voit, qui sont toujours entre guillemets dans le top du classement. Donc, est-ce que quelque part les juges ne sont pas sous influence, c'est pour avoir été juge sur un certain nombre de concours pour des marques ou un certain nombre de classements. Oui, on va pas se mentir, souvent le réseau ça peut faire la différence ou tout simplement des gens représentent des marques et là où ils vendent beaucoup, ça serait bien que le bar soit dans le classement parce qu'ils vont vendre encore plus. Donc, c'est pas le cas de tous les juges, c'est pas le cas de tous les classements, de tous les concours, mais il y a une partie, on va dire, un peu biaisée. Et leur deuxième truc, c'était souvent on voit 50 ou 100 bars et il y a des centaines de bars dans le monde entier, voire enfin, même plutôt des milliers. Et donc on s'est dit, bah oui, c'est vrai que la solution dans ce cas-là, c'est Internet. Avec du big data, on peut avoir des données sur tous les bars. Avec un algorithme, on peut faire quelque chose de neutre. En tout cas, tout le monde sera traité de la même façon. Et tout comme on peut pas envoyer visiter
tous les bars du monde. Bah, via la data, c'est possible. Ça veut dire qu'on peut donc avoir une liste beaucoup plus large de bars. Et là, d'un point de vue purement marketing, tout comme il y a un Fortune 500 et quoi que ce soit 500, on s'est dit qu'on allait faire un top 500. Et c'est ça qu'on a monté. La première AT, on l'a fait à blanc, puisqu'on voulait, moi, je voulais être sûr que ça marche. Et l'année suivante, l'année dernière, c'était la deuxième année, il y a eu le Covid. Et comme le principe, c'est des barman qui voyagent du monde entier pour venir à une cérémonie, donc de l'événementiel, et que les bars sont fermés. Donc en gros, il n'y a plus trop, il y a plus trop de sous dans les caisses. D'un point de vue purement business model, autant c'est une réussite au niveau de la reconnaissance et des gens de l'industrie qui ont beaucoup aimé le concept. D'un point de vue business, c'était plutôt une catastrophe l'année dernière. Et cette année, c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment pour le faire. On va quand même refaire le classement cette année. On va voir si on est capable de monter une cérémonie. L'année dernière, on a fait un truc un peu bâtard, à moitié en physique et à moitié en digital. On a fait phygital pour reprendre le terme à la mode. Maintenant, moi personnellement, ça ne me satisfait pas parce que dans le monde de l'hospitalité, le côté, justement, hospitalité, partage d'un verre, partage d'une assiette, des barman qui se connaissent, qui voyagent tous aux quatre coins de la planète comme des grands chefs, mais qui à un moment où ils ont envie de se retrouver ensemble pour partager un moment ensemble et pas derrière un écran, c'est important. On n'a pas encore résolu le problème. Si on ne peut pas cette année de nouveau faire d'événements, ça sera encore quelque chose en partie en digital, en partie physique, je sais pas. Peut-être que Clubhouse sera une solution pour mettre tous les barman, pour qu'au moins ils puissent se parler. Peut-être qu'on sera dans une ville et au moins on pourra avoir les barman de cette ville-là. Je sais pas. C'est encore en question et l'année prochaine, ou très vite il y a moyen de trouver une solution pour trouver des sponsors, comme sur le modèle des Lions à Cannes ou autres, où tu as des gens qui payent pour des grosses marques qui payent pour, donc là, ce serait des marques de spiritueux ou autres pour pouvoir être associés au classement et au prix. Ou va falloir faire autre chose. Et du coup, là, je suis en train de bosser sur un autre concept pour montrer une start-up avec un copain, mais sur un thème qui est totalement différent, qui est autour des questions des fake news. Ah oui, Donc là, je bosse sur aucun d'autres rapport. choses pour. Non, parce qu'à un moment, aucun rapport. Oui, enfin, ça n'a aucun rapport avec les cocktails. Après, ça reste sur des questions là encore, de data et d'algorithmes et de validation d'un certain nombre de choses. Donc, les modèles sont pas complètement à remettre à plat. Ça n'empêchera pas en plus ce qu'on développera pour cette boîte-là de le réutiliser en partie pour le top 500. Donc, peut-être de faire les deux en parallèle. Et non, là, ce copain-là, ça faisait longtemps qu'on voulait bosser ensemble. Internet, ça a apporté plein de solutions pour plein de choses. Ça a aussi apporté plein de problèmes, comme les fake news. Et donc, ça sera l'occasion de voir s'il y a moyen de. Est-ce que si on peut faire partie de la solution plutôt que du problème, c'est bien. Et puis, pareil, sur tout ce qui est transfo digital, management, cet ami-là, ça fait des années qu'on bosse sur toutes les questions de entreprises collaboratives et autres. Autant on a pu le faire sur plus ou moins sur la façon de fonctionner avec des équipes réduite de quelques dizaines ou centaines de personnes. Ça peut être intéressant de voir sur une boîte complète si on est capable d'avoir le walk the talk des anglo-saxons, de mettre de A jusqu'à Z les choses en place avec autant de jours de vacances qu'on veut, une transparence sur les salaires. Enfin, ça, c'est si les gens veulent, je pense qu'on doit discuter avec les équipes parce que quand tu es le boss, peut montrer ton salaire, fondamentalement, c'est toi le boss, ça pose pas de problème. Quand tu es étages en dessous, ça peut créer plus de problématique, c'est quelque chose qui peut se discuter, voilà, réfléchir aux différentes problématiques de management collaborative sur lesquelles on a bossé et sur lesquelles on a fait tous du coup, enfin un certain nombre avec cet ami-là et d'autres gens du conseil, et pas les mettre en pratique de manière temporaire ou hybride, parce que même si moi j'ai pu fonctionner d'une certaine façon avec mes équipes chez Publicis, malgré tout, ça reste Publicis, et si Publicis est une boîte collaborative, ça se saurait. Voilà, essayer de le faire du sol au plafond, donc avoir un projet pour l'extérieur et pour nous à l'intérieur, les gens avec qui on va essayer de bosser, voilà, on va essayer de monter ça. Et puis ça marche pas, on fera autre chose. Je sais pas, peut-être que je me retrouverai au Vietnam, comme quand je vivais là-bas. On verra. On va revenir 2 secondes sur Top 500 bars. Anthony, j'ai une petite parenthèse à faire, une petite remarque à te faire concernant Top 500 bars. À force Vas-y. de se croiser, de se recroiser sur Clubhouse depuis des mois et d'échanger également en dehors, on finit par un peu se connaître. Est-ce que tu devines quelle pourrait être la seule remarque que je pourrais te faire ? Ça Euh, a un rapport avec la Corse. c'est qu'il n'y a pas de bar de Corse dans le top 500 bars. C'est ça, j'ai eu beau scroller de haut en bas, de droite à gauche dans l'onglet Cities.
J'ai rien trouvé sur la Écoute, Corse. non, il y a principalement des bars à Paris, il y a quelques bars dans le reste de la France, mais non, il n'y a pas de bar en Corse. Et Bah, pour j'ai avoir eu la trouvé un bled discussion, en Suisse. J'étais assez étonnée. ah, écoute, moi je veux dire, j'ai même trouvé la première année, on avait un bar qui était dans une ville dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Woburn. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? L'algorithme a complètement pété les plombs. Je fais une recherche sur le nom du bar. C'est dans un mall, dans un restaurant chinois, un Eat As You Can. Et là, j'étais là, oh là 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 là, ça commence mal cette histoire. Et en fait, non. J'ai dit, j'appelle des copains aux États-Unis, barman. Ils disent, non, non, en effet, c'est dans la banlieue de Boston. Et en effet, il y a des gens qui vont dans ce bar-là. C'est un bar qui est vraiment réputé. Donc là, on peut trouver des bars n'importe où. Après, il se trouve que, mais ça te parlera, puisque je sais que tu aimes ça, en Corse, on est plus sur la culture du vin que la culture du cocktail. Et je peux te dire que il y a 2 bars dans le top 500 qui sont tenus par des Corses. Ce sont des bars qui sont à Paris. Mais quand tu te parles, quand tu discutes avec eux, ils te disent, ouais, bah non, des bars en Corse à cocktail, c'est pas ça, c'est pas gagné. Bon, moi, Donc je suis c'est quand pour même ça que tu n'en as déçue. Il pas va falloir trouvé. que tu remédies au problème qui t'a triché un peu, hein, Anthony. Ouais, faudra tricher, faudra en effet un peu bidouiller l'algorithme du coup. Alors, cette petite parenthèse faite, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, est-ce que tu sais quel a été le premier cocktail jamais inventé? Honnêtement, non. Déjà sur l'origine du mot cocktail, tout le monde est pas d'accord. La première personne qui a entre guillemets rendu le cocktail accessible à tout le monde, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jerry Thomas, qui était un bartender américain. Mais le premier cocktail inventé, non, j'en ai aucune idée pour être honnête. Eh bien, figure-toi que le premier cocktail voit le jour en Inde, c'est le punch. Il serait apparu au XVIIe siècle et son nom proviendrait du mot punch, 5 en hindi, parce que le cocktail se composait d'alcool, de sucre, de jus d'agrumes, d'eau et d'épices. Alors ça, je l'ai entendu, mais je l'ai déjà discuté avec des gens et a priori, je suis pas sûr que ça soit vrai en fait. Zut, c'est raté pour la minute culturelle de Lola. Désolé, je suis désolé Zut. de te casser, de te casser le délire, mais non, il y a déjà eu d'autres breuvages qui ont été faits avant et qui peuvent être considérés comme des cocktails, même si c'était pas sous ce nom-là, avant l'Inde au XVIIe siècle. C'est pour ça que je peux pas te donner un truc, parce que t'en trouves à droite à gauche, ça remonte, il y a dans l'Empire chinois, il y a des choses qu'on peut trouver aussi chez les Incas et les Mayas. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont des cocktails, même si c'était pas sous ce nom-là, qu'on retrouve de la même façon, et personne peut dire jusqu'où on peut remonter comme ça en fait. Bon, mais c'est pas grave, après l'interview, tu rechangeras ta réponse en disant oh, c'est passionnant, Lola. Et puis Oh Lola, je tu m'as appris bidouillerai. un truc, je ne le savais pas. Merci beaucoup, beaucoup. C'est ça. Alors qu'il était plutôt réservé à une catégorie d'initiés, le cocktail et les bars à cocktails sont devenus une vraie tendance. Comment est-ce que tu expliques cet engouement depuis quelques années? Pendant très longtemps, les cocktails étaient accessibles que dans des bars d'hôtel, et en l'occurrence des palaces. Enfin, pour avoir un truc à peu près buvable, je parle pas des mauvais mojitos que buvaient tous les Français il y a quelques années. Voilà, pour avoir un vrai cocktail, un vrai classique entre guillemets, il fallait dans les bars d'hôtel et ça coûtait une blinde. Et il se trouve que, en tout cas pour la France, il y a commencé à avoir un revival des cocktails dans d'autres pays, mais quand c'est arrivé en France il y a maintenant 10-15 ans, il y a un groupe de jeunes étudiants qui étaient partis faire leurs études aux États-Unis et qui se sont dit, mais en fait, il y a pas que des mojitos, il y a des vrais trucs, enfin, il y a une vraie culture, il y a vraiment quelque chose. Ils sont montés en France et ils ont essayé de monter un bar à cocktail sur le modèle un petit peu speakeasy américain, même si l'origine du speakeasy américaine, elle est ailleurs, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ils ont monté un bar comme ça, ils ont rendu un bar accessible à monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, ils ont été malins à l'époque, ils refusaient de faire des mojitos dans ce bar-là. Les gens qui venaient, ils pouvaient, donc c'est le groupe qu'ils ont monté s'appelle Experimental Cocktail Club. Maintenant, c'est Experimental Cocktail Group, puisqu'ils ont des bars dans le monde entier, ils en ont encore quelques-uns en France. Et quand les gens venaient demander un mojito, ils leur disaient, écoutez, ce que je vous propose, je vous fais quelque chose qui ressemble au mojito, vous le goûtez, ça s'appelle un Old Cuban, ce qu'on appelle un néoclassique. Un nouveau classique, c'est un cocktail qui a été inventé par une bartendeuse, donc une femme bartender américaine qui s'appelle Audrey Sanders, qui a fait un twist du mojito, qui s'appelle Old Cuban. Et il dit voilà, on vous fait ça. Si vous aimez, vous le buvez, c'est très bien. Si vous aimez pas, vous nous le rendez et on vous fait un mojito. Et en fait, tous les gens qui ont goûté ce Old Cuban disent waouh, c'est le meilleur mojito de ma vie que j'ai bu.
Les gens leur expliquent que c'était pas un mojito. Et du coup, voilà, si ça vous a plu, on peut peut-être vous montrer d'autres choses qui pourraient vous plaire, si vous nous expliquez un peu vos goûts, si vous aimez les choses sucrées, les choses amères, les choses acides, vous préférez les cocktails plutôt secs, plutôt longs. Et comme ça, ils ont amené les gens à découvrir d'autres choses. C'est devenu en France et ailleurs quelque chose qui s'est répandu. Il y a eu de plus en plus de bars à cocktails qui se sont ouverts. C'est devenu très à la mode. Ils ont commencé à avoir des collaborations avec des chefs et autres. Et c'est comme ça que c'est devenu plus mainstream et que c'est devenu à la mode parce que finalement ça devenait de la cuisine liquide, pas juste un mélange de deux alcools avec de la glace qui a fondu et qui donne un truc pas terrible au bout du compte. Ça permet à des gens de découvrir autre chose. Et là, ce qui se fait actuellement, c'est des cocktails avec pas trop d'alcool, low ABV, voire sans alcool. L'idée étant d'avoir quelque chose d'aussi bon gustativement et de donner autant de plaisir aux gens qui vont le boire, notamment sur le sans-alcool, que si ils prenaient un cocktail classique avec alcool. Et puisque l'on parle de tendance, alors c'est pas totalement nouveau puisque le Benton's Old Fashioned, ce cocktail à base de bourbon, de sirop d'érable, d'orange, mais surtout de bacon existe depuis 2007 aux États-Unis et puis a donné naissance à la technique du fat wash, dont le principe est d'associer un corps gras avec de l'alcool, ce qui permet de développer davantage de saveurs. Anthony, pour ceux qui ne sont pas forcément des initiés, les cocktails ne sont pas forcément tous sucrés. Non, pas du tout, même. D'ailleurs, le sucre qu'on met dans les cocktails, souvent, enfin si c'est bien fait, c'est pas pour donner un goût sucré, c'est pour donner une consistance. Et d'ailleurs, tu parlais pour le Benton Old Fashion, c'est du maple syrup, c'est donc Du comment on dit sirop ça en d'érable. français? Merci, du sirop d'érable. Ça donne une autre consistance au cocktail et ça permet d'avoir un cocktail équilibré, ni trop sucré, ni trop amer. Il y a énormément de cocktails qui sont pas sucrés du tout, qui sont amers. On commence à avoir des cocktails qui sont même salés. C'est plus rare, mais ça commence à arriver. L'idée, c'est de mélanger un certain nombre de saveurs comme dans la cuisine. Donc, non, il y a des cocktails qui sont pas du tout sucrés. D'ailleurs, les gens qui passent du temps à boire des cocktails sont souvent de plus en plus un palais tourné vers l'amertume plus que vers le sucré. Et pareil, ils boivent souvent les gens qui commencent à boire des cocktails, ils boivent des cocktails, ce qu'on appelle des long drinks, dans des grands verres, des tumblers, où on va mélanger des jus et autres. Ça va être assez sucré et ça va être avec pas mal de jus. Vont boire des cocktails de plus en plus secs, donc plutôt dans des coupettes ou autres, parce que ça va permettre de justement mieux distinguer la complexité. Il y a moins d'ingrédients. On va pouvoir voir le début, le milieu, la fin. Le cocktail, il évolue dans la bouche. On voit différentes saveurs qui se mélangent et qui arrivent les unes après les autres. Puis il y a plus de saveurs. Et puis finalement, il y a une dernière qui arrive en dernière note, comme un parfum. Il y a une note de tête, il y a une note de corps, une note de cœur. Bah là, c'est pareil pour les cocktails. Et donc non, il y a énormément de cocktails qui sont pas trop sucrés. Ouais. Et puis il y a eu le Cosmo, le Spritz. Quel cocktail va faire sensation cet été? Écoute, là-dessus, par contre, au niveau opération marketing, je pense que Aperol a fait super fort. À la base, il n'y a pas d'Aperol dans le Spritz. Et maintenant, pour n'importe qui, un Spritz, c'est avec de l'Aperol. Il y a plusieurs marques qui, chaque année, tentent de sortir un truc. Il y a notamment Martini qui s'énerve un petit peu et qui, chaque année, tente de sortir un nouveau produit pour contrer le Spritz. Et cette année, comme ces dernières années, pour le grand public, le Spritz, ça reste le cocktail le plus bu. Ça ne veut pas dire que c'est le cocktail pour les gros bars à cocktails qui sera le plus vendu, mais en tout cas au niveau du grand public et notamment l'été, euh, c'est les, c'est les, c'est le spritz et ça sera encore le cas cette année. De manière, au regard de la pandémie, là, lancer un nouveau produit, lancer un nouveau cocktail. Bon, déjà qu'avant, il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi à le remplacer. Là, il y a pas de nouveaux essais parce que personne ne sait ce qui se passe sur les terrasses. Personne ne va dépenser de l'argent, même si le côté sans alcool avançant, il y a de plus en plus d'essais et de produits qui ont l'air de faire des cocktails sans alcool. Donc là-dessus, peut-être que quelqu'un sortira un spritz ou l'équivalent d'un spritz sans alcool et c'est peut-être ça qui va changer la tendance parce qu'on voit de plus en plus de gens dans les bars qui commandent du sans alcool. Donc peut-être qu'il y aura un équivalent de spritz sans alcool, même s'il y en a déjà qui le font et qui l'appellent spritz. Il y aura peut-être autre chose qui va prendre le dessus, puisqu'on y a la nouvelle génération boit un petit peu moins alcoolisé que la précédente. C'est ce qu'on appelle les mocktails, c'est ça? Ouais, ou free, je sais que les barman n'aiment pas ce terme-là, même les barman français, ils préfèrent dire ou juste sans alcool ou free spirit, quelque chose comme ça.
Anthony, j'ai interviewé il y a quelques semaines de cela Virginie Morvan, une des rares femmes sommeliers en France, et Marion Thiou, qui a inventé le concept de la pâtissologie. À l'instar de ces deux exemples, est-ce qu'il y a un art pour déguster un cocktail? Alors, est-ce qu'il y a un art? Ou une bonne Alors, déjà, façon de déjà, parler? les deux personnes que tu as reçues, c'est des gens qui ont une vraie connaissance de leur domaine et qui sont assez balèzes, qui méritent d'être ouais, qui méritent d'être écoutées. Elles font, enfin, enfin, elles font pas tout le temps des rooms, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ces questions-là, que ce soit la pâtisserie ou les spiritueux et le vin, elles sont vraiment à écouter. Non, il y a pas, je pense pas qu'il y a un art pour déguster un cocktail parce que je pense qu'il y a aussi euh, une, euh, une connaissance du cocktail qui fait que il y a peut-être moi des cocktails que je vais adorer, mais parce que je peux avoir un côté geek du cocktail et que vous, ça vous semblez imbuvable. C'est plutôt connaître ses propres goûts et garder un esprit ouvert en disant voilà, je vais partir de mes goûts. Donc, je vais demander un cocktail qui correspond à ça, ça, ça. Il y a un bar à Paris, par exemple, il n'y a pas de carte et ils vous demandent ce que vous aimez ou vous demandent de décrire une sensation, quelque chose, et ils vont vous inventer un cocktail autour de ça. Donc, c'est partout de partir de ses propres goûts et à partir de là, garder l'esprit ouvert. Tu parlais tout à l'heure du Benton Old Fashion avec le bacon. Voilà, à la base, on pourrait se dire ouais, ça va pas être simple, du bacon dans un cocktail, je vois pas trop le truc. Il y a un bar à Paris, ils ont fait une étude au niveau de la chimie, et ils sont aperçus que les molécules de chou-fleur et de banane, ça marchait super bien ensemble. Ils ont fait un cocktail à base de chou-fleur, de banane et d'autres choses. Ça n'a pas bien marché du tout, parce que les gens, ils voyaient chou-fleur et banane sur la carte, ça leur faisait un petit peu peur, alors qu'au niveau gustatif, ça fonctionnait super bien. Donc c'est d'abord se connaître soi, et après garder un esprit ouvert pour essayer de découvrir peut-être d'autres saveurs, d'autres techniques et faire évoluer son palais, mais comme pour, je dirais, comme pour une pâtisserie ou comme pour un alcool. Moi, je sais que le whisky, c'est mon alcool préféré. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au whisky. Tu m'expliquais pourtant que la première chose que tu faisais dès que tu commandais un cocktail, c'était de le sentir. Oui, mais ça, c'est lié à moi. Il se trouve que, alors, je sais pas si c'est, alors, moi, il se trouve que j'aime les parfums et je le sens et donc parce que le cocktail, ça te parle au niveau de différents. Il y a un côté touché, il y a un côté vu, il y a un côté sensoriel parce qu'on va t'expliquer ce qu'il y a autour du cocktail, donc il peut même être auditif et il y a un côté olfactif. Il se trouve que les Vietnamiens sentent beaucoup leur nourriture et même d'ailleurs les mamans quand elles embrassent leurs enfants, tout comme les Esquimaux peuvent se frotter le nez, les Vietnamiens en fait sentent leurs enfants. Donc pour moi, le rapport à sentir, quelque chose qui peut me plaire, je pense que enfin, inconsciemment, je pense que je reproduis là-dessus un réflexe atavique lié à la culture de ma maman. Donc oui, quand il y a quelque chose devant moi que je veux découvrir, je commence toujours par le sentir, mais je connais d'autres gens qui ne le font pas comme ça, donc je suis pas sûr que ça soit forcément la clé d'entrée pour tout le monde. C'est la clé d'entrée qui, moi, me correspond, ça c'est sûr, par contre. On boit généralement un digestif à la fin d'un repas. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour boire un cocktail? Ouais, quand on en a envie. Donc, il y a pas, il y a des cocktails, moi, ça m'est arrivé, bah, pour la réouverture des terrasses, j'ai fait le presse-café, donc ma quotidienne de Clubhouse à 8h30. C'était l'heure d'ouverture des terrasses. J'ai bu un cocktail à 8h30. C'était un Garibaldi. Un Garibaldi, c'est un jus d'orange avec un trait de Campari pour donner un petit côté amertume qui va avec la sucrosité du jus d'orange. Donc oui, je peux boire ça tôt le matin. On te dira que des cocktails plus forts, c'est plus tard le soir. S'il fait chaud, peut-être mieux boire des cocktails comme on en voit sur la plage, comme des pina colada ou des Miami Beach ou tout ce que tu veux. Après, là encore, je pense que c'est vraiment lié au goût parce que moi, je sais que j'adore tout ce qui est Manhattan et cocktail sec et que je sois à la plage, qu'il fasse 45 degrés ou pas. Je suis très content de boire un Manhattan plutôt que un Morito ou autre chose. Mais normalement, par rapport à l'évolution de la journée, oui, tu vas peut-être boire des cocktails plus ou moins forts avec différents ingrédients. Si tu as besoin de digérer, il y a alors ça peut se boire sans le cocktail, ça peut être le spiritueux directement. Tous les barman le savent, un shot de Fernet Branca, ça te fait digérer, même si je trouve que le goût est assez immonde. Mais en tout cas, ça t'aide à digérer. Donc oui, il peut y avoir une évolution du cocktail, selon que ça soit un apéro, que ce soit un digestif, selon que ce soit pendant le repas, puisqu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle le pairing, où au lieu de faire le lien entre ce que tu manges et un vin, tu le fais ce que tu manges avec un cocktail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains cocktails sont plus salés. Et si tu buvais le cocktail tout seul, il ne serait pas bon. En fait, le cocktail a été déséquilibré
pour que la balance entre le plat et le cocktail fasse que dans la bouche, tu as quelque chose qui se complète. Et d'ailleurs, pareil, certains restos, pareil, si tu mangeais le plat, il serait peut-être moins bon que s'il avait été prévu sans le cocktail. Donc voilà, il peut y avoir une différence des recettes et différence du moment pour boire un cocktail à n'importe quel moment de la journée. Comme on dit dans les bars, c'est l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. Donc il est toujours 5 heures quelque part dans le monde. On peut boire à n'importe quel moment. Alors, on parle beaucoup de la boisson depuis tout à l'heure. On va à présent parler des bars à cocktails. En préparant l'interview, je t'avais parlé d'un lieu où j'avoue, aimé boire un verre. C'est le Sineur, rue du Temple à Paris. Tu m'as répondu, ah ben voilà, c'est l'exemple type du mauvais bar à cocktail. Alors, c'est vrai qu'on a un peu tendance, lorsqu'on n'est pas un grand connaisseur, à associer l'ambiance d'un lieu à un bon bar à cocktail, sauf que pas du tout. Alors là, c'est personnel, non, enfin c'est personnel. Je connais trois autres personnes qui y ont été qui m'ont fait la même remarque, notamment une journaliste qui devait faire un article sur eux. Elle l'a trouvé tellement désagréable que finalement elle est partie faire un article sur un autre bar et elle a dit à sa boîte, ouais, non, mais c'était fermé. J'ai fait ça sur un autre bar en fait. Ou dans cet endroit-là, qui est un endroit branché design, bah, je trouve le service déplorable parce qu'a priori, l'hospitalité, c'est avant tout un métier de service. Tu es là pour les gens pour leur faire plaisir et essayer que ça se passe bien pour eux. Et au ciné, ils se la racontaient plus tôt, ils se regardaient plutôt le nombril. Et alors déjà, même si c'était des tueurs du cocktail, ils te disent ils te sortent un cocktail comme tu l'as jamais vu, tu te dirais waouh, ok, peut-être qu'ils ont raison de se la raconter un peu, mais et encore, je pense que ça peut largement se discuter parce que pour connaître les gens qui ont été élus meilleurs bartenders du monde et traîner avec eux, c'est les gens les plus humbles que je connaisse. Et non, au ciné, il se la racontait, les cocktails n'étaient pas bons. Donc, au-delà du cocktail, ce qui me posait problème au Sinner, c'était l'accueil qu'il pouvait y avoir. Et pendant des années, il y a un bar qui a été élu meilleur bar du monde. C'était l'Artesian au Langham Hotel à Londres. Et ce qui faisait qu'il y avait des gens qui se mêlaient, enfin, je veux dire, c'était des gens où allaient, des gens comme moi, des gens comme Madonna, Justin Bieber, Monsieur et Madame tout le monde. Il y avait de tout. C'était pas les meilleurs cocktails du monde, même si c'était quand même des très bons cocktails, puisque deux des bartenders qui étaient derrière ont été élus meilleurs bars du monde. Mais c'était la façon dont ils vous recevaient, quelle que soit votre classe sociale, quel que soit votre milieu, quelle que soit votre nation, qui que vous soyez, quand vous étiez là, vous passiez un bon moment parce ils arrivaient à se mettre au bon niveau pour juste vous faire vous sentir bien. C'est un barman qui m'a fait mettre le doigt dessus. J'avais pas réussi à le trouver. Il m'a dit, voilà, un jour, j'étais en train de me séparer de ma copine, j'étais au fond du trou. J'ai été à l'Artésienne prendre un verre. Il y avait Simone Caporale qui était là, qui est un des deux bartenders dont je parlais, qui s'est occupé de moi. J'étais vraiment au fond du trou, donc j'étais vraiment pas ouvert. Il s'est occupé de moi. J'avais l'impression d'être Barack Obama. Il m'a donné, j'avais l'impression d'être important, qu'il y avait quelqu'un qui était là pour moi et quoi qu'il arrive, ça allait bien se passer et j'allais passer un bon moment. Et ce qu'avaient réussi à faire Simone et Alex à l'Artésienne, c'est ça. Un endroit où tout le monde se sent bien, qui que ce soit, les gens qui se mélangent pas, mais il y a un moment qui est dédié à eux et ils passent un bon moment. Et je pense que c'est ça le secret d'un bar à cocktail, mais d'un n'importe quel lieu qui est lié à l'hospitalité, c'est ce bon moment que vont être capables de vous donner les gens de l'autre côté du bar et pas uniquement. Je préfère passer un bon moment et avoir un cocktail moins bon qu'avoir un cocktail très bon et un barman qui est pas bien. Je vais pas citer le nom parce que j'aime pas clasher. C'est un endroit où les gens travaillent et font du boulot. Il y a un bar où on a eu une discussion avec le barman trois fois de suite et c'est un bar où on a passé beaucoup de temps. C'était quelqu'un qui était assez proche. Ça finit par mal se passer et ça a beau être, je pense, un des barman les meilleurs de Paris, en tout cas un mixologue sur le côté qualité des verres, les meilleurs de Paris. Ça s'est pas bien passé. Il y a certains barman qui le surnomment le croque-mort, tellement l'ambiance est fantastique chez lui. On a arrêté d'aller chez lui parce que je pense que malgré tout, on est là pour passer un bon moment. Tu peux avoir un verre extraordinaire, 3 jours plus tard, tu t'en souviendras pas. Tu as passé un moment extraordinaire, n'importe qui va te poser la question, dit, oh là là, j'ai passé un super moment, tu devrais aller dans ce bar-là. Donc c'est bien l'expérience et le contact avec le barman qui fait la différence. Ce qui n'était pas le cas dans le bar que tu as cité avant. Anthony, ça y est, notre entretien touche à sa fin. On va laisser les personnes qui se trouvent dans l'audience lever la main et monter on stage avec nous. Et pendant qu'ils lèvent la main, est-ce que tu pourrais me dire quel est selon toi le meilleur bar à Paris et même dans le monde? Alors, je vais te faire une réponse qui ne va pas te plaire. Je vais te dire, ça dépend pour qui. Je pourrais te dire, si t'aimes, je sais pas, t'aimes le rhum, bah, le meilleur bar à rhum à Paris où ils sont adorables et ils sont bien, c'est le 1802. T'aimes un bar qui est plus, t'aimeras un bar qui est plus festif où il y a du rap qui joue à fond, c'est peut-être le syndicat
qui est un bar qui n'utilise que des produits français. T'es un bar qui est plutôt un peu chic et autre, bah, c'est peut-être le Danico. T'as envie d'aller dans le bar de français le plus connu de Paris, dans le monde entier, bah, t'as envie d'aller au Little Red Door, même s'il faut que tu fasses la queue pendant 1 heure. En fait, tout comme tout à l'heure, je disais, ça dépendait de ses goûts, ça dépend de ce que tu cherches et de ce que tu as envie. Et c'est en ça que si tu me dis, moi j'aime ça, c'est ça que je cherche pour te dire, voilà le bar où tu dois aller à Paris, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, pareil. Mais juste comme ça, je pourrais te dire peut-être moi un de mes bars préférés, et je pourrais te dire, je serais sans doute pas capable d'en donner un parce que ça va dépendre de ce que j'ai envie et de mon humeur, et qu'il y a plein de bars que j'aime pour différentes raisons, mais ça sera lié à un moment et à un état d'esprit. Donc je peux te donner, si tu me dis, c'est ça que je cherche, je te dirais, va dans tel bar, il ne va pas dans tel bar que certaines personnes adorent, mais juste comme ça, c'est pas possible. Désolé Lola. Anthony, ça fait près de 2 heures qu'on est ensemble. On voit pas le temps passer quand on ne compte pas, Lola. Ouais. Pour encore prendre des heures avec toi, sans problème. Chut, il y a du monde, il y a du monde. Tu me fais rougir. Merci Anthony, merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toute l'actualité des rooms d'Anthony via son profil. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, je ne le répéterai jamais assez. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve le 7 juin. Et oui, je me suis dit que j'allais faire une mini pause la semaine de mon anniversaire pour à mon tour profiter des terrasses. Le 7 juin, je recevrai l'humoriste Sifax qui, après 213 jours privés de scène, a enfin pu retrouver son public. Voilà. Merci encore Anthony. Merci beaucoup Lola. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.